Cela a été un travail d'amour accompli par tant de personnes qui se sont réunies à un moment aussi critique et urgent. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui ce soir, Gaza est en ruine. Des familles entières ont été rayées de la carte. La famine et les maladies se propagent. Le siège se poursuit, financé, armé et protégé politiquement par les puissances mêmes qui sont censées empêcher ce type d'atrocité de se produire dans le monde. Depuis des mois, nous voyons que le Conseil de sécurité des Nations Unies non seulement n'agit pas, mais est paralysé par le veto des États-Unis qui bloque même les appels les plus élémentaires à un cessez-le-feu. En réponse, nous voyons que beaucoup se sont tournés vers l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander l'application de la résolution Uniting for Peace, un outil créé il y a plusieurs décennies pour contourner l'impasse lorsque le Conseil de sécurité ne parvenait pas à remplir son devoir et sa responsabilité de mettre fin aux injustices dans le monde. Mais voici la question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Quels sont les bons outils du droit international, ou plutôt quelle est l'efficacité des outils du droit international pour mettre fin à un génocide en temps réel? Le mécanisme Uniting for Peace a été conçu pour redonner une urgence morale et politique à la communauté internationale. Mais aujourd'hui, il met en évidence les profondes fissures du système qui a été construit pour protéger le pouvoir et non les personnes. Ce soir, notre panel va examiner ce que cela signifie tant sur le plan juridique et politique que sur le plan moral. Le droit international peut-il encore servir de vecteur de justice lorsque ces instances les plus puissantes sont complices? L'Assemblée générale qui représente la volonté des nations du monde peut-elle se lever pour combler le vide laissé par le Conseil de sécurité? Je suis honoré et très fier d'être accompagné par des personnes qui sont ici non seulement pour analyser cette question, mais aussi pour aider à comprendre comment nous pouvons concrétiser le changement dans un contexte d'ambiguïté, de confusion, d'incertitude et de profonde méfiance envers les systèmes qui nous entourent. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants qui se joindront à moi. Nous avons avec nous Obaya Boudi, membre du comité directeur du réseau d'ONG palestiniens, également connu sous le nom Pingo. Nous avons la Miss Dick, directrice des affaires juridiques et politiques de la Commission palestinienne sur les crimes de guerre, les réparations et le retour. Nous avons Craig Murheiber, avocat international spécialisé dans les droits humains et ancien fonctionnaire des Nations Unies chargé des droits humains. Et je suis très heureuse d'animer cette conversation. Je m'appelle Azami Bermuda. Je suis stratège en impact social et défenseur des droits humains basé à Washington, D.C. Tout d'abord, je voudrais prendre un moment pour souhaiter la bienvenue à mes formidables intervenants. Bienvenue à vous. Je vais commencer par vous demander quel est le titre de cet événement intitulé Uniting for Peace, Unis pour la paix. Certaines personnes ont déjà entendu parler de cette résolution, pour d'autres, elle reste encore un peu confuse. Je vais donc commencer par demander à Craig et peut-être Lamis de nous expliquer précisément ce qu'est une résolution Uniting for Peace. Expliquez-le à une personne lambda, une personne quelconque qui n'est peut-être pas familière avec ce concept. Merci, Azami, de nous accueillir ici. C'est un plaisir de retrouver Obay, Lamis et tout le monde. Uniting for Peace est un vieux mécanisme de la guerre froide créé en 1950 pour remédier à un problème lié à l'architecture de l'ONU que tout le monde ici connaît bien, à savoir que le droit de veto au Conseil de sécurité peut bloquer une action alors qu'elle est plus que nécessaire. Il suffit du veto d'un seul membre permanent pour bloquer toute action. C'est pourquoi nous avons vu 6 vétos des États-Unis pendant le génocide actuel en Palestine, soit un total de 50 vétos des États-Unis uniquement pour protéger l'impunité d'Israël. Et la question, telle que vous l'avez formulée, est celle de savoir que faire lorsque le Conseil de sécurité ne peut pas agir en raison du veto des
Les États membres de l'ONU ont mis au point ce mécanisme appelé Uniting for Peace qui permet à l'Assemblée générale des Nations unies de prendre des mesures lorsque le Conseil de sécurité est bloqué. L'Assemblée générale des Nations unies est l'organe le plus démocratique de l'ONU car tous les pays du monde en sont membres. Ils ont tous une voix et il n'y a pas de veto. Cela signifie que la majorité des États du monde, composés principalement des pays du Sud, a le pouvoir d'agir même lorsque les États-Unis ou l'un des autres membres permanents du Conseil de sécurité s'y oppose à la majorité des 2 tiers à l'Assemblée générale. Elle peut adopter des mesures pour demander des comptes au régime israélien et elle peut même demander une force de protection pour se rendre en Palestine afin de protéger les civils et d'exercer d'autres fonctions connexes. En gros, c'est tout. Aujourd'hui, le principe uni pour la paix a été utilisé à maintes reprises, y compris pendant le génocide actuel, mais principalement pour adopter des résolutions qui appellent simplement à un cessez-le-feu, qui sont très symboliques et qui n'ont aucun effet concret. Ici, nous parlons d'utiliser le principe uni pour la paix pour adopter des dispositions qui, par exemple, appelleraient à des sanctions contre le régime israélien, appelleraient à un embargo militaire contre le régime israélien, appelleraient au rejet des lettres de créance du régime israélien auprès des Nations unies, pourrait appeler au rétablissement des mécanismes anti-apartheid pour lutter contre l'apartheid israélien, pourrait même établir une sorte de mécanisme de responsabilité tel qu'un tribunal et pourrait mandater une force de protection des Nations unies pour protéger les civils en Palestine. Permettez-moi de conclure par cette phrase. Si cela semble impossible, en 1956, l'Assemblée générale des Nations unies a utilisé l'initiative Uniting for Peace pour mandater la force d'urgence des Nations unies qui s'est rendue dans le Sinaï. Au plus fort de la crise de Suez, a contribué à résoudre cette crise et a aidé à obtenir le départ des troupes françaises, britanniques et israéliennes qui commettaient alors des agressions contre l'Égypte. Il existe des précédents. Merci pour cela, Craig Lamis. Je vais vous demander de développer plus précisément cette proposition. Je sais que nous avons entendu parler de la Colombie qui fait avancer ce projet. Nous avons entendu certaines promesses lors de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York il y a quelques semaines. Pouvez-vous donc nous parler de cette proposition spécifique? Que prévoit-elle? Quels sont ses éléments constitutifs, en particulier en ce qui concerne la situation actuelle à Gaza? Je pense que l'ami est avec nous. L'ami, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez maintenant? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Merci beaucoup. Salam alaikum. Et merci aux interprètes et à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion, Adrien, vous-même et tout le monde. Vous savez, je pense que la première chose que je voudrais clarifier et que je pense permettra de mieux comprendre, c'est ce qui distingue cette résolution et la raison pour laquelle elle survivra indépendamment de toute résolution du Conseil de sécurité des Nations unies qui serait approuvée, ce qui nécessiterait l'accord des États-Unis et indépendamment de tout cessez-le-feu qui est en cours actuellement, c'est que cette résolution vise à mettre en œuvre tous les droits fondamentaux de Palestine, des Palestiniens, tels qu'ils ont été réaffirmés pour la deuxième fois au moins par la CIG, la Cour internationale de justice, la plus haute cour du monde. Et ceci tourne essentiellement autour du principe fondamental et du postulat de l'autodétermination, puis de tous les droits qui en découlent. Comme l'a dit la Cour internationale, je ne sais pas laquelle est la meilleure, puis-je utiliser l'acronyme CIG ou CJA. Adrien, je pense que vous pouvez utiliser, comme vous l'avez dit une fois, voilà. Merci, oui. Donc, je crois, comme l'a clairement indiqué la CIG, le pilier central de cette résolution est l'autodétermination. Une partie de celle-ci consiste bien sûr à protéger les civils, tant en Cisjordanie, y compris Al-Quds al-Sharqiyya, Jérusalem-Est, qu'à Gaza. Et de là découlent tous ces droits qui sont, vous le savez, non dérogeables, c'est-à-dire non négociables, n'est-ce pas?
Il ne devrait jamais faire l'objet de la négociation, l'autodétermination, l'indemnisation, la satisfaction et la fin de l'occupation, de l'apartheid et du génocide. Ce sont là les 4 piliers. Et c'est de là que découlent les opérations de la force multinationale, n'est-ce pas? Et c'est également de là que découlent les obligations des autres États, qu'ils fassent partie ou non de la force multinationale qui va être impliquée dans cette opération. Il s'agit de l'embargo sur les armes, des sanctions, du devoir de ne pas aider, du devoir d'empêcher la déshumanisation des Palestiniens qui est souvent négligée. Et bien sûr, du démantèlement des colonies. Je veux dire, c'est vraiment essentiel non seulement pour Gaza, mais aussi pour la Cisjordanie, car l'appareil militaire fait partie de l'occupation et doit être démantelé selon la CIG. Merci beaucoup. Nous avons donc premièrement la protection des civils, la supervision et la surveillance du retrait des forces israéliennes de l'occupation et des colonies. Je suis vraiment désolé. Et puis l'indemnisation, la restitution, la conservation des preuves des crimes de guerre, de l'apartheid, des crimes contre l'humanité, du génocide, des embargos et enfin l'obligation de poursuivre en justice. Maintenant, je crois et je suis tout à fait certaine que ces principes fondamentaux survivront, surtout compte tenu de tous les changements, de toutes les rivalités et de la course à l'avant-garde de ces différentes propositions. Je pense que cela résulte en partie de la pression d'une pression mondiale massive, plus que la pression gouvernementale pour faire avancer la résolution United for Peace qui suit les paramètres de la CIG que l'Assemblée générale des Nations unies a déjà adopté pour l'essentiel dans une autre session United for Peace ou une autre session d'urgence en octobre 2024. Voilà donc les principes fondamentaux. Maintenant, lorsqu'une résolution sera présentée, elle sera ouverte à la discussion. C'est là que les États entrent en jeu et commencent à négocier les termes. J'ai particulièrement bon espoir que les termes essentiels seront maintenus, non seulement grâce aux États qui parrainent la résolution, mais aussi grâce aux éléments contenus dans cette résolution qui constitue la seule voie vers la paix pour les Palestiniens et dans les territoires palestiniens occupés. Merci la Miss. Je pense qu'il est vraiment important que vous ayez abordé certains points au-delà des forces sur le terrain pour aider à mettre fin aux atrocités commises par Israël et protéger les civils palestiniens contre de nouvelles violences et déplacements. Certaines questions concernent l'affirmation du droit des Palestiniens à l'autodétermination et du droit au retour des Palestiniens au pays. Je vais vous donner la parole. Certaines questions ont été soulevées au sujet de cette résolution unie pour la paix et plus largement au sujet de la volonté du peuple palestinien dans cette proposition et dans d'autres. Les communautés palestiniennes ont-elles été consultées? Cela représente-t-il les souhaits du peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie et en Palestine en général? Voici les questions que j'aimerais savoir. D'accord, merci pour cette question. Écoutez, la volonté du peuple palestinien est d'être libre de l'occupation, d'être en sécurité dans notre patrie, de retrouver nos réfugiés qui ont été déplacés et comme le peuple palestinien en général, déshumanisés pendant toutes ces années. En tant que peuple palestinien, nous vivons dans la Palestine historique sous le joug d'un pays génocidaire, doté de l'arme nucléaire qui dispose de l'une des machines à tuer les plus sophistiquées, utilisant l'IA, toutes sortes d'équipements, la famine comme arme et qui attaque les populations en Cisjordanie, à Gaza et même. Donc, lorsque nous disons que le peuple palestinien veut la liberté, la dignité, les droits humains fondamentaux, c'est comme un principe fondamental pour tous. Au cours des 2 dernières années, nous avons vu divers pays et diverses organisations des Nations Unies parler de garanties de sécurité pour Israël. Israël est une puissance nucléaire génocidaire, lourdement armée jusqu'aux dents, qui a prouvé qu'elle était prête à tout, même à prendre pour cible des enfants en bas âge pour s'amuser.
Nous sommes le peuple qui a besoin d'être protégé contre cela. C'est ce dont nous parlons en tant qu'organisation de la société civile palestinienne, en tant qu'organisation non gouvernementale palestinienne. Nous parlons du discours au quotidien des gens, non seulement en Cisjordanie et en Gaza, mais aussi des personnes de la diaspora qui subissent le plus durement cette occupation. L'appel fondamental à l'Union pour la paix, United for Peace, est en fait un appel à la communauté internationale pour qu'elle assume ses responsabilités envers les Palestiniens et ne nous traite pas comme des sous-humains, mais comme des êtres humains égaux dont la vie précieuse mérite d'être protégée. Je pense qu'il n'y a pas un seul Palestinien qui ne réclamera pas cela. Pour aller un peu plus loin, juste un peu plus loin, en particulier ce qui concerne les infrastructures à but non lucratif et la société civile, nous constatons que tout en Palestine est attaqué. Les hôpitaux, les écoles, les systèmes, les infrastructures. Lorsque nous parlons ici de la volonté du peuple palestinien, ma question est la suivante. À quoi ressemble du point de vue palestinien un plan de transition vers la justice dans le cadre de cette résolution unificatrice pour la paix? Et écoutez, le premier problème est que nous comprenons que les États-Unis sont aussi complices du génocide israélien que le gouvernement israélien lui-même. Je parle du gouvernement américain, pas du peuple, bien sûr. Les États-Unis sont complices et poussent maintenant à la mise en place d'une force de stabilisation, à la séparation complète entre Gaza et la Cisjordanie, à la poursuite du génocide, comme nous le voyons actuellement. Il y a quelques minutes, nous avons appris qu'ils avaient de nouveau bombardé la ville de Gaza. Nous parlons d'une structure qui ne fonctionne en aucune façon pour apporter justice et liberté aux Palestiniens. En tant que Palestiniens, ce que nous voyons au cœur de cette force internationale unie pour la paix, c'est que la force de l'ONU arrive avec un mandat clair. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire où un mandat clair a été donné à une force internationale de l'ONU pour venir protéger les Palestiniens. C'est le mandat numéro 1. Le deuxième mandat dont nous parlons est également l'application des résolutions de l'ONU concernant la Palestine. Toute force de l'ONU venant ici avec ces deux mandats clairs qui comprennent la fin de l'occupation, la mise en œuvre de la résolution 194, le droit au retour des réfugiés palestiniens, la mise en œuvre de l'avis consultatif de la CIG et de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la fin de l'occupation, la détention et la poursuite des criminels de guerre. Des entreprises et des individus qui ont profité du génocide et de l'occupation des Palestiniens, l'indemnisation des Palestiniens, déplacés pour tout ce qui leur est arrivé depuis 1948 jusqu'aujourd'hui. Nous parlons ici de principes fondamentaux, de piliers des droits des Palestiniens. Ce sont les droits que nous, Palestiniens, voulons obtenir. Nous ne sommes pas naïfs. En tant que société civile palestinienne et en tant que Palestiniens vivant au quotidien avec les monstruosités que nous inflige l'occupation israélienne, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, chaque jour, ce qui était considéré comme normal avant le 7 octobre et maintenant après le cessez-le-feu et pendant celui-ci, des Palestiniens ont été tués quotidiennement sans aucune responsabilité, sans que personne ne soit tenu responsable. D'après ce que nous comprenons ici, c'est toute la logique du monde est bouleversée. C'est comme si la logique du monde était renversée. Israël, puissance nucléaire, demande des garanties de sécurité contre la population palestinienne non armée, la population la plus désarmée de Cisjordanie et de la bande de Gaza, qu'il tue quotidiennement, déplace quotidiennement, dépouille quotidiennement de ses biens depuis 1948 jusqu'aujourd'hui. En tant que Palestiniens, nous n'avons pas le droit de vivre. Vous avez vu la vidéo du viol d'un otage palestinien sous sédatif. La seule personne qui a fait l'objet de poursuites judiciaires, de véritables poursuites et d'une peine de prison, c'est l'Israélien qui a divulgué la vidéo du viol et non les violeurs. Les violeurs sont en liberté, donnent des conférences de presse et sont célèbres comme des héros. Ce n'est pas une anomalie du système, c'est au
cœur même du système. Ce que nous demandons en tant que Palestiniens dans notre ensemble, c'est la justice et la liberté. Et c'est au cœur même de la résolution unie pour la paix qui est actuellement promue. C'est au cœur même. Ce que nous voyons, pour être honnête, c'est un monde où les pays se dérobent, se rendent complices et tiennent les pays responsables de leurs discours, tiennent les politiciens responsables. C'est une manière active, efficace et juste d'aller de l'avant, de parvenir à la justice, à la paix et à la liberté en Palestine. Et je pense que c'est un point très important en particulier. Vous savez, nous attendons de l'apathride israélien qu'il se contrôle d'une manière ou d'une autre, alors qu'il nous a répété à maintes reprises qu'il n'avait aucun respect pour le droit international et qu'il n'avait aucun respect pour les êtres humains ou l'humanité et qu'il n'avait aucun respect pour la volonté du peuple au niveau international. Mais Craig, j'aimerais que vous nous aidiez à clarifier une idée fausse qui circule au sujet des casques bleus. Qu'est-ce que les casques bleus? Est-ce la même chose? À quoi cela ressemble-t-il sur le terrain? Ce dont parle Beit, c'est d'une présence internationale qui aiderait à protéger le peuple palestinien. À quoi cela ressemble-t-il en ce qui concerne les forces de maintien de la paix et non les troupes qui seront présentes? Comment cela fonctionnera-t-il techniquement? Eh bien, vous savez, l'ONU déploie toutes sortes de forces et la plus connue est celle des casques bleus, qui n'est qu'un surnom donné aux forces de maintien de la paix. Mais il ne s'agit pas d'une force de maintien de la paix, car il n'y a pas de paix à maintenir. Il s'agit ici d'une force de protection dotée d'un mandat très spécifique et limité, à savoir protéger les civils, garantir l'acheminement de l'aide humanitaire, préserver les preuves des crimes israéliens et commencer à aider au processus de reconstruction. Notez que nous ne parlons pas d'ingérence dans les affaires palestiniennes, dans la gouvernance de la Palestine, dans qui peut participer et qui ne peut pas participer, car cela ne regarde personne d'autre que les Palestiniens. Et cette proposition, comme l'a souligné Obeid, était censée être le prochain chapitre de cette campagne pour la responsabilité qui a débuté en décembre 2023, lorsque l'Afrique du Sud a engagé une procédure devant la Cour internationale de justice, la Cour mondiale, pour traduire Israël en justice pour génocide. Après cela, nous avons assisté à une série de mesures provisoires prises par la Cour mondiale. Nous avons vu d'autres avis émis par la Cour internationale de justice déclarant que l'occupation était totalement illégale, qu'elle devrait être démantelée, que les Palestiniens avaient le droit de retourner chez eux et qu'ils avaient droit à une indemnisation et qu'ils n'avaient pas à négocier leurs droits avec leurs oppresseurs. Il s'agit d'une série de décisions historiques rendues par la Cour internationale de justice qui ont permis de maintenir cette campagne de responsabilisation. La Cour pénale internationale y a ensuite contribué en émettant des actes d'accusation contre les dirigeants israéliens. Nous étions donc arrivés à un point où Israël était jugé pour génocide. Ces dirigeants étaient inculpés pour crimes contre l'humanité. L'Assemblée générale avait confirmé tout cela et déclaré qu'il fallait mettre fin à l'occupation et aux crimes d'Israël. Elle a donné à Israël un délai d'1 an qui a expiré à mi-septembre de cette année pour se conformer à toutes ces exigences. Or, juste avant l'expiration de ce délai, tous les amis d'Israël aux Nations Unies ont travaillé d'arrache-pied pour empêcher l'adoption de toute mesure supplémentaire de responsabilisation ou de protection à l'ONU. C'est ainsi qu'ils ont élaboré la proposition franco-saoudienne, la loi, disons, déclaration de New York qui, comme Hubei l'a laissé entendre, ne traite pas directement du génocide, de l'apartheid, ni même de l'occupation. Elle ne concerne pas la liberté des Palestiniens, elle vise avant tout à contrôler les survivants du génocide, à protéger Israël et à lui permettre de consolider ses gains illégaux, tout en se normalisant de plus en plus. Et cette proposition de la France et de l'Arabie saoudite, la déclaration de New York, prévoit le déploiement de ce qu'ils appellent une force de stabilisation.
Mais cette force de stabilisation est en fait un mécanisme colonial qui serait mis en place pour contrôler les Palestiniens et, comme l'a dit Obey, essentiellement pour aider à garantir la sécurité de l'auteur du génocide et non celle du peuple palestinien. Et comme ils veulent le faire en vertu du chapitre 7, cela pourrait être imposé à la Palestine contre la volonté du peuple palestinien. Puis Donald Trump, cherchant également un moyen de renfouler Israël, a présenté ces 20 points qui ne sont que du pur colonialisme du 19e siècle et qui inclut également cette idée d'une force de stabilisation, une force de stabilisation coloniale et un contrôle externe de la Palestine, de ses ressources, de son peuple, avec des mesures qui punissent les survivants du génocide tout en récompensant les auteurs du génocide. Et maintenant, au moment où nous parlons des diplomates du Conseil de sécurité, s'efforcent de fusionner la proposition de Trump avec la proposition franco-saoudienne afin de créer un monstre Frankenstein qui, une fois de plus, serait désastreux pour le peuple palestinien. L'une des raisons pour lesquelles ils agissent ainsi est d'empêcher cette proposition, la proposition d'un mécanisme d'union pour la paix avec une force de protection et des mesures de responsabilisation pour Israël. Pour empêcher cela, ils ont élaboré ces propositions Frankenstein afin d'empêcher que cela ne se produise. Cela fait maintenant environ 6 semaines que le délai accordé à Israël pour se conformer à ses obligations a expiré et ce pays n'a absolument rien fait. Les membres de ce mouvement font donc pression pour que soient rejetées les propositions coloniales monstrueuses de la France, de l'Arabie saoudite, des États-Unis et d'autres pays et pour qu'adopte un mécanisme demandé par le peuple palestinien qui respecte l'autonomie, la souveraineté et l'autodétermination des Palestiniens. Il s'agit simplement d'un mécanisme de protection comprenant un certain nombre de mesures visant à tenir pour responsables les auteurs du génocide et non les survivants. C'est une distinction très utile. Je voudrais maintenant donner la parole à la Miss et vous demander, la Miss, de nous dire plus sur les différentes propositions dont nous avons entendu parler. Craig a évoqué la proposition des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, la proposition saoudienne. Quel est le lien entre la résolution unie pour la paix et ces propositions? Et si elles sont adoptées, qu'adviendra-t-il alors de la proposition unie pour la paix? Deviendra-t-elle obsolète? Sera-t-elle retirée de la table? Aidez-nous à comprendre cette réalité politique. Oui, pour clarifier les choses, c'est le plan franco-saoudien qui est actuellement fusionné avec la proposition du Trump. Je ne peux même pas prononcer les mots paix ou cessez-le-feu. Et ils reprennent essentiellement les termes que Craig vient de décrire. Je veux dire, cela vise à gérer politiquement à la fois le génocide à Gaza et ce qui, à mon avis, doit vraiment être compris comme un génocide progressif et un nettoyage ethnique croissant en Cisjordanie et en Jérusalem-Est. C'est vraiment l'essence même de la proposition. Je veux dire, la proposition franco-saoudienne dit essentiellement la même chose. Elle ne traite aucun des droits fondamentaux. Et je pense que ce que j'aimerais proposer ici, c'est que c'est quelque chose que j'espère que les gens pourront vraiment mettre en avant, à savoir prendre du recul par rapport à ce qui se passe réellement, à savoir que les propositions françaises, américaines, saoudiennes, je ne sais pas si le Royaume-Uni est désormais impliqué, ne sont pas des propositions, mais des propositions criminelles. Une obstruction criminelle aux résolutions antérieures de l'Assemblée générale des Nations unies et aux conclusions de la Cour internationale de justice. Il s'agit d'une obstruction criminelle au droit inhérent du peuple palestinien à vivre dans la liberté et la dignité. Je ne veux même pas parler d'autodétermination. Ce sont des violations criminelles. Ces normes et les lois fondamentales centrales, intégrales et internationales reconnues. Ce sont des violations criminelles de leurs propres obligations. Ce sont des actions criminelles qui offrent une couverture politique et une protection politique à une entité illégale, génocidaire, fasciste et pratiquant l'apathéide. Et je pense que cela devrait vraiment être l'un des principaux éléments qui nous aident à comprendre ce qui se passe. De l'autre côté, il y a la proposition Uniting for Peace,
parce que ce n'est pas une résolution criminelle, parce qu'elle ne cherche pas à consolider ou à prolonger la durée de vie. Parce que c'est ce que font ces propositions qui visent à prolonger la durée de vie du génocide, de l'apartheid, du nettoyage ethnique, toutes ces choses. Vous avez la résolution United for Peace qui, quoi qu'il arrive avec ces autres résolutions techniquement, et je reviendrai sur la façon dont cela se passe dans le monde réel, quoi qu'il arrive avec les autres résolutions, celles-ci survivraient et resteraient inchangées car elles traitent de la situation criminelle, ce qu'aucune des autres ne fait, à part ralentir les bombardements. Et je pense que c'est le mieux que nous avons obtenu. Exactement comme vous l'avez dit, notre peuple est confronté à la déshydratation, aux maladies, à la famine, à la privation, au bombardement, ainsi. Cela se passe tout le temps. Mais la résolution unie pour la paix survit à toutes les autres. Et un autre point que j'ai omis de mentionner est que la résolution unie pour la paix n'inclurait pas les États complices. Je veux dire, c'est un terme général accepté. Pourquoi ceux qui ont soutenu le génocide seraient-ils les bienvenus pour participer à l'arrêt du génocide, de l'occupation et de toutes ces choses? Ils ne seraient pas. Et c'est aussi un autre terme de cette résolution. Tous les termes survivraient au cessez-le-feu. Ils doivent survivre au cessez-le-feu, car c'est dans le nom. Exact. Il s'agit de s'unir pour la paix, pas pour une paix temporaire, pas pour une paix partielle, pas seulement pour plus de paix pour les Israéliens du monde entier, en voyant ce qu'ils font, car c'est ce qui s'est réellement passé. Mais il s'agit de rechercher une paix à long terme, ce qui signifie démanteler l'occupation militaire des colons dans les territoires palestiniens occupés pour l'instant. Je tiens également à souligner l'urgence d'obtenir le soutien de la population et de la société civile. Donc, si je peux me permettre d'ajouter un point, si j'ai quelques minutes de plus, ce qui est vraiment intéressant et puissant dans la résolution unie pour la paix, c'est le mandat de l'intention de cette résolution, qui est de mettre fin aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, au génocide. Désolé, je lis les messages pour vérifier si je dois ralentir ou m'arrêter. Désolé, je suis désolé. Ce mandat prime sur tout ce qui se passe sur le terrain, d'accord? Dans une certaine mesure, il prime même sur un peuple fragmenté et occupé et qui n'est peut-être pas en mesure de se prononcer sur United for Peace, ce qui n'est pas la position. Et en fait, la résolution United for Peace est censée répondre directement à la société civile. Et la société civile palestinienne l'a clairement indiqué dès le premier jour. Les Palestiniens ont été, vous savez, pendant 77 ans, pas seulement maintenant, mais certainement pendant le génocide, nous crions où sont les Arabes, où sont les millions. Eh bien, la résolution United for Peace est un mécanisme pour dire, eh bien, ils sont là. Exactement. Et c'est notre seul mécanisme pour dire qu'ils sont là. Et je voulais revenir à mon argument avant de m'arrêter, à savoir que l'urgence ne concerne pas seulement le génocide en cours. Le génocide n'a pas cessé. Arrêter les bombes ne signifie pas d'un point de vue juridique que le génocide a pris fin, car la nourriture, l'eau et les abris sont utilisés comme des armes de génocide, des armes de guerre. Nous sommes confrontés à une crise critique qui se profile à l'horizon. Il s'agit de l'adoption initiale du projet de loi visant à condamner à mort les otages palestiniens qui, selon la CIG et le bon sens, sont en fait des otages et n'auraient jamais dû être enlevés par les forces israéliennes. C'est absolument terrifiant compte tenu du nombre de personnes actuellement retenues en otage et du nombre de personnes que l'on peut s'attendre à voir retenues en otage. Je veux dire, c'est l'industrialisation d'un génocide progressif. S'unir pour la paix devient d'autant plus crucial aujourd'hui pour sauver les vies. J'espère avoir répondu à vos questions. Je garderai mes autres remarques pour plus tard. Merci la Miss. Je tiens à répéter que je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais je pense que dans ce genre de situation, le diable se cache toujours dans les détails. Donc, la question autour de cette proposition de Trump, parce que je crois fondamentalement que certaines de ces propositions ont été programmées pour freiner l'élan international qui s'était créé dans le monde entier à la fin de la flottille mondiale SAMU. Il y a eu des fermetures massives partout en Europe, dans le monde entier et des manifestations en faveur de la Palestine. On a constaté une attention et une connaissance accrue de la résolution United for Peace. Ma question pour approfondir un peu le sujet est la suivante.
C'est la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU préparée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France est rejetée peut-être même par un veto de la Chine et de la Russie ou parce qu'elle n'obtient pas la majorité des voix. Cela signifie-t-il que la deuxième phase du plan de paix de Trump, et je dis bien paix entre guillemets, est abandonnée? Pas la majorité des voix, cela signifie-t-il que la deuxième phase du plan de paix de Trump, et je dis bien paix entre guillemets, est abandonnée, quelles seraient les conséquences pour la résolution United for Peace? Je veux simplement essayer de comprendre où nous en sommes sur le plan politique. Je pense que cela nous aidera à comprendre ce que nous devons faire pour exercer une pression sur le gouvernement et de faire ce qui est juste. Greg, à vous la parole. En ce qui concerne le plan Trump, il se fiche complètement d'obtenir ou non l'autorisation du Conseil de sécurité. Vous savez, il va essayer d'aller de l'avant, même si c'est assez utopique. Il se rend aux Nations Unies dans le but d'essayer de faire approuver une proposition totalement illégitime et voire illégale. Donc s'ils parviennent, tant mieux. Sinon, ils essaieront par d'autres moyens la proposition United for Peace. Si l'une de ces propositions Frankenstein est adoptée par le Conseil de sécurité, comme la proposition franco-saoudienne ou la proposition de Trump, ou ce qu'ils essayent de faire maintenant, c'est de les fusionner en une autre proposition monstrueuse. Si cela passe au Conseil de sécurité, cela ne constituera pas un obstacle juridique à la poursuite des efforts visant à adopter la proposition United for Peace, dont nous avons parlé, mais cela créera davantage d'obstacles politiques. Il faut les 2/3 de voix à l'Assemblée générale pour adopter une proposition comme celle-ci dans le cadre de United for Peace. Et certains États seront détournés par la distraction que représente la proposition présentée par Trump, la France, l'Arabie saoudite et d'autres. Et cela rendra politiquement beaucoup plus difficile l'adoption d'une telle proposition. On pourrait imaginer une proposition de ce type qui inclurait tout sauf la force, car il est peu probable que deux forces soient autorisées en même temps sur le même territoire. On pourrait donc imaginer que les autres éléments de la proposition puissent encore être adoptés par l'Assemblée générale, notamment ceux concernant la responsabilité d'Israël et certains des points évoqués par l'AMIS. Mais la force de protection serait très menacée par l'adoption de l'une de ces propositions et je le répète, l'une de ces propositions coloniales visant à mettre en place une force de stabilisation qui serait déployée pour contrôler les Palestiniens et ostensiblement pour contrôler la résistance en Palestine et interférer avec la souveraineté et l'autodétermination palestinienne. C'est pourquoi ces propositions sont si dangereuses. Et je ne sais pas, je veux dire, ces propositions, cette partie des propositions de Trump et de la France et de l'Arabie saoudite sont très contestées. Où est-ce que vous avez eu ce genre de conversation générique comme celle qui a eu lieu à l'Assemblée générale lorsque Gustavo Petro de la Colombie et d'autres ont parlé de ces questions et que des pays comme l'Indonésie ont promis d'envoyer des troupes, ils ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'envoyer des troupes pour participer à une force d'occupation coloniale dans le cadre du plan Trump ou d'autres plans. Je ne sais pas donc s'ils parviendront à faire passer leur plan. Je suis convaincu que le swap, disons, plan de Trump est absolument impossible. Et heureusement, car il est en même temps atroce. Vous savez, l'idée même de la première phase qui comprend un échange de prisonniers et un cessez-le-feu, alors qu'il n'y a pas eu un seul jour de cessez-le-feu. Les meurtres commis par le régime israélien à Gaza se sont poursuivis. Le régime israélien a continué à refuser la nourriture, les médicaments et l'aide tout au long de cette période. Il a détruit les infrastructures civiles pendant tout ce temps. Il n'y a pas eu un seul jour de cessez-le-feu. Ainsi, même la première phase, qui était censée être la plus difficile, a complètement échoué. Les phases suivantes, qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, me semble peu probable. C'est pourquoi ce n'est pas le moment de renoncer à la proposition d'union pour la paix dont nous parlons, car le travail diplomatique doit se poursuivre pour faire avancer ce projet afin que lorsque tout s'effondrera, comme c'est déjà le cas, il existe une option légale qui respecte l'action palestinienne et qui ne vise pas à coloniser le peuple palestinien dans une nouvelle forme de colonialisme, mais à protéger les civils et à tenir Israël responsable. Obey, j'aimerais vous interroger plus précisément sur les discussions autour de l'autorité palestinienne.
Nous avons eu beaucoup de discussions différentes. Vous savez, j'ai vu beaucoup de canaux différents et des questions différentes concernant spécifiquement l'approbation de l'autorité palestinienne. Et je ne sais pas si vous pouvez vous exprimer directement à ce sujet ou parler du contexte politique plus large. Mais l'autorité palestinienne que je vais désigner par l'acronyme AP est-elle nécessaire à la mise en œuvre? Et que se passe-t-il si elle refuse? Nous avons beaucoup entendu parler lors de la dernière Assemblée générale du fait que l'autorité palestinienne et les représentants palestiniens à l'ONU n'étaient pas d'accord avec ce plan. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Eh bien, l'autorité palestinienne ne représente pas le peuple palestinien à l'ONU. C'est l'Organisation de libération de la Palestine, la mission de la Palestine. La mission de la Palestine, ce sont deux organismes différents, bien qu'ils soient contrôlés par les mêmes personnes. Mais la mission de la Palestine à l'ONU a appelé à la protection internationale des Palestiniens. Ce qu'ils n'ont pas demandé, c'est le mécanisme. Je pense que l'un des principaux avantages de l'initiative United for Peace est également que la présence de ces troupes sera basée sur l'intervention de l'État de Palestine en tant que seul souverain. Et comme nous n'avons peut-être pas de dirigeants élus démocratiquement à l'heure actuelle, ceux-ci ne sont peut-être pas les meilleurs ni les plus efficaces. Mais cela garantit que si cette proposition est adoptée et que les résolutions de l'ONU concernant la Palestine sont mises en œuvre, alors cela garantit également que nous aurons des élections générales. Nous avons des dirigeants responsables qui peuvent, s'ils estiment que cette force a dépassé la durée de son séjour, retirer la base juridique de son invitation et la renvoyer. Les gens doivent comprendre que nous ne nous contentons pas d'une proposition à court terme. Nous mettons la communauté internationale face à ses responsabilités et qu'elle n'a pas assumées depuis 1948. Depuis 1948, le peuple palestinien a traversé les différentes représentations dont nous disposons, qu'il s'agisse du gouvernement de la Palestine générale qui a brièvement siégé à Gaza, de l'OLP sous Choukri en 1965 ou sous Yasser Arafat par la suite, ou de toutes les factions palestiniennes, islamistes ou non islamistes, toutes ces instances palestiniennes ont eu un seul objectif, la justice et la liberté. Et les peuples du monde entier doivent comprendre que lorsque nous, la société civile palestinienne, proposons cette proposition d'union pour la paix, nous ne nous dérobons pas et nous ne supplions pas le monde de venir protéger les Palestiniens. Nous regardons les dirigeants mondiaux, les peuples du monde dans les yeux et nous leur disons, c'est votre responsabilité, vous avez échoué. Vous devez faire mieux et vous lever. Et je pense que c'est un point vraiment important concernant la manière dont l'autodétermination du peuple palestinien s'articule avec cette proposition qui, selon moi, est source de beaucoup de confusion. Je voudrais aborder certaines des questions qui nous sont posées par les téléspectateurs, notamment en ce qui concerne le statut de cette proposition. Je voudrais ensuite aborder la question de la mise en œuvre compte tenu de la pression politique à laquelle de nombreux pays sont également confrontés par crainte des sanctions des États-Unis et d'autres pressions politiques. Mais nous avons assisté à une avancée considérable il y a quelques semaines lors de l'Assemblée générale lorsque le président colombien Gustavo Petro a annoncé qu'une résolution allait être présentée. Il y a donc quelques questions ici dans la boîte de discussion et je sais que j'ai vu pas mal de questions en ligne pour savoir où en est cette résolution. Il y avait un fort sentiment d'urgence, il y a eu une forte pression en ce sens et puis il y a eu un moment d'accalmie. Et donc, les gens qui ne comprennent pas nécessairement comment fonctionne le processus politique et ce qu'il faut pour construire un pouvoir politique potentiel afin de faire avancer ce projet. La question, vous savez, est fondamentale. Où en est ce projet de proposition? Comment et quand serait-il présenté à l'Assemblée générale? Et la troisième partie de cette question est, que fait-on pour construire le pouvoir politique nécessaire afin d'obtenir les 2/3 des voix requises pour que cela soit adopté par l'Assemblée générale? L'ami secret, que je vous laisse répondre à cette question, s'il vous plaît.
Je vais commencer par vous dire où nous en sommes. En fait, non. Je vais commencer par expliquer pourquoi la Colombie a fait cette annonce. L'intention initiale de la Colombie était clairement de soumettre cette question à l'ONU sous réserve du soutien préliminaire des États et après avoir pris le pouls de leur position à ce sujet. Cette initiative a été promue et mise en avant au moment où la proposition de Trump était en cours d'élaboration. De nombreux gouvernements étaient au courant de l'élaboration de la proposition de Trump et les gens voulaient attendre de voir ce qu'il en adviendrait. Et je pense que nous savions ce qu'il en adviendrait. Je pense que le gouvernement colombien était bien conscient de ce qu'il allait se passer. Et vous savez, nous attendions à devoir finalement présenter la résolution United for Peace. La rédaction et la logistique du fonctionnement des gouvernements, je pense que les gens surestiment les capacités et les ressources des gouvernements, en particulier dans les pays du Sud, qu'il s'agisse de ressources juridiques, diplomatiques, voire matérielles. Vous serez surpris. Et compte tenu de la pénurie de problèmes auxquels sont confrontés les États du Sud, en particulier l'Amérique latine actuellement. C'est une demande difficile et c'est un gros effort. Cela demande beaucoup de travail en interne et en externe. Il faut beaucoup d'efforts pour y parvenir. À l'heure actuelle, après le plan de Trump, même si un nouveau pivot est nécessaire, et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement, nous réorientons le projet, mais nous voyons également où se situe le gouvernement colombien par rapport à ce nouveau pivot et ce qu'il en pense. Et d'une manière générale, merci à tous ceux qui ont défendu cette cause, notamment Adrien, qui a fait un travail formidable depuis le début pour faire avancer ce projet. Il faudrait le réorienter. Et puis, vous savez, l'avantage du retard, et je ne dis pas que cela aurait été formidable s'il avait été adopté, mais l'avantage est que nous avons plus de temps pour le développer en fonction de ces évolutions. Et nous avons maintenant plus de temps pour nous assurer que nous pouvons établir le terrain diplomatique nécessaire pour le faire approuver ou obtenir au moins une approbation préliminaire. Donc, une fois que le gouvernement colombien aura approuvé, Inch'Allah, le projet de loi mis à jour, nous commencerons à mettre en place une sorte de tampon de risque en menant des actions diplomatiques individuelles afin de déterminer qui sera prêt à coparrainer le projet. Nous avons déjà un coparrain qui, je pense, restera coparrain au sein du gouvernement. J'ai bien sûr bon espoir d'en trouver d'autres. Et je suis optimiste, je pense, dans la foulée de ce que je n'aime pas qualifier d'échec, mais en termes de perspective gouvernementale, de l'échec cuisant de la proposition de Trump et de ce cessez-le-feu. Je suis donc assez optimiste. Et je voudrais revenir, si vous le permettez, sur la question du rôle de l'autorité palestinienne. Je pense que cela donne parfois aux gens un sentiment de pessimisme. Mais ce que le droit international et la résolution United for Peace comprennent, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté et qu'il n'y a pas d'autodétermination sous occupation et certainement pas sous génocide. Et je le répète, le droit international de cette résolution reconnaît la société civile comme souveraine, la société civile comme détentrice de l'autodétermination. C'est vrai. Et cela est logique. Et je crois que c'est en Bosnie où le paysage politique était fragmentée que la résolution United for Peace a été adoptée sans le consentement de la population. Nous attendons certainement du gouvernement technocratique et bien sûr de Bay et du Pingo qu'ils attestent du fait que non seulement l'Assemblée de la société civile et le Pingo, mais aussi tous les Palestiniens et je pense même au-delà de la Palestine, dans le monde entier, réclame cette résolution. Et quoi qu'il arrive, United for Peace est quelque chose qui peut devenir réalité et ce n'est pas seulement un effort diplomatique. C'est quelque chose que je dois souligner, ce que nous avons vu depuis le génocide. Et comme vous l'avez mentionné, Azami, c'est la naissance de nouveaux pôles de pouvoir parallèles, de sources de pouvoir alternatives, de la flottille mondiale SAMU, de simples récits mis en avant au sujet de la résolution unie pour la paix.
C'est avant tout à la société civile qu'il appartient de se mobiliser, d'y croire, de croire en elle-même et de vraiment faire avancer les choses en sachant que les gouvernements réagissent désormais. Je suis convaincu que c'est grâce au GSF, à toutes les actions internationales publiques et privées et à l'UFP qui a fait bouger les choses à l'ONU qu'ils ont persévéré et se sont précipités vers la ligne d'arrivée, ce qui devrait confirmer le fait que le pouvoir réside dans toutes ces personnes et organisations qui veillent à faire partie de ceux qui disent c'est ça, c'est notre revendication. Et l'UFP est vraiment la solution ultime. Tous les Palestiniens qui ont supplié pour obtenir de l'aide, la plupart des efforts ont malheureusement abouti à des sanctions, des embargos et des poursuites judiciaires et tout cela est très important. Et cela doit toujours exister. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une force plus affirmative. Comme UBI et tous les Palestiniens sur le terrain peuvent le confirmer, nous ne pouvons pas y arriver seuls à ce stade. Et les conditions empirent de jour en jour. Je pense qu'il est essentiel que les gens y croient vraiment. Cela pourrait prendre un certain temps avant que nous puissions porter cette question devant les Nations Unies. Nous n'avons pas les ressources des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe. Nous n'avons pas leur intérêt et leurs stratégies coloniaux criminelles. Mais nous avons les masses, et les masses ont prouvé qu'elles étaient une force motrice, elles doivent croire aux résolutions unes pour la paix. Le peuple palestinien leur a dit de croire en ces résolutions. Cela prendra peut-être du temps, mais nous devons préparer le terrain, d'autant plus que nous sommes confrontés à toutes ces autres machinations colonistes criminelles. Nous avons vraiment besoin des masses, nous avons tous besoin de nous d'en tenir à cela et d'en faire la principale revendication auprès de tous les gouvernements et de l'ONU. Cela prendra du temps avant que cela ne se concrétise, je suis certaine, mais il nous faudra un certain temps pour construire ce terrain et avec votre aide, vous savez, c'est vraiment aux participants à ce webinaire, aux personnes qui s'investissent dans la libération de la Palestine, qu'il appartient de déterminer le calendrier, tout autant qu'au gouvernement. Oui, Azami, je suis d'accord avec tout ce que a dit la Miss. C'est une stratégie, il s'agit essentiellement d'une stratégie visant à transformer la solidarité en action étatique, car les gouvernements n'ont rien fait au cours des 2 dernières années pour utiliser le pouvoir dont ils disposent afin de mettre fin au génocide. C'est un moyen d'accroître les incitations politiques pour que les gouvernements agissent à la demande du mouvement de solidarité du monde entier. Il faut donc y aller étape par étape. L'idée a été exposée en détail, étudiée et présentée. Il y a une idée très claire sur le précédent, la voie juridique, la possibilité de le faire et ce qui devrait être inclus dans cette proposition. Le projet de résolution a été préparé et comprend tous les éléments dont nous avons parlé. La Colombie s'est engagée à parrainer cette résolution. Le président Gustavo Petro s'est engagé à mener le combat et à faire avancer ce projet. Des actions diplomatiques ont permis d'identifier plusieurs coparrains potentiels, car il faut des coparrains idéalement issus de différentes régions pour faire avancer ce projet sur le plan diplomatique. Il existe un mouvement de soutien mené par les Palestiniens en Palestine et les Palestiniens de la diaspora qui comprend des personnes travaillant en solidarité à travers le monde sur ces questions par le biais de toutes sortes de mesures éducatives, des mouvements de pression, de campagnes, de lettres et toutes sortes d'activités visant à faire avancer cette cause. Et puis, à ce moment, nous sommes retrouvés avec cette initiative très néfaste de la proposition franco-saoudienne et de la proposition américaine qui, dans une certaine mesure, a fait dérailler ce que nous essayons tous de faire. Et du moins, l'a considérablement ralenti car a coupé l'herbe sous le pied politiquement à certains États qui auraient pu déjà signer cette proposition. Et pour couronner le tout, Gustavo Petro, le président colombien qui était le principal promoteur de l'initiative, a prononcé un discours en marge
de l'ONU et a immédiatement été sanctionné par le gouvernement américain et qui lui a retiré son visa et menace désormais de l'arrêter, d'envahir son pays avec toutes sortes de menaces trompistes, délirantes et qui sont mobilisées en partie parce que la Colombie s'est engagée à soutenir cette initiative et a fait pression pour que Israël rende des comptes et que la Palestine soit protégée. Et d'autres pays observent cette intimidation, cette technique mafieuse des États-Unis, et cela pourrait avoir des répercussions. Nous avons vu le comportement absolument honteux des dirigeants de pays du monde entier à genoux, adorant l'empereur Trump, lui offrant des prix, des couronnes d'or, des nominations de prix Nobel, etc. Je veux dire, c'est vraiment pathétique, le leadership étatique dont dispose actuellement le monde. Une partie de cela, même dans les pays du Sud, est très inquiétante. Cela a donc retardé le processus que nous avons encouragé et a intimidé certains États qui n'osent pas participer ouvertement. Et cela signifie que le processus a été ralenti de manière assez dangereuse, je pense. Cela signifie donc que la concrétisation de ce projet dépendra de la pression exercée par la population. Elle dépendra de la mobilisation dans les capitales du monde, non pas à New York, où se trouvent les délégations à l'ONU, mais dans tous les pays représentés dans la conversation que nous avons aujourd'hui. Il faut faire pression sur les gouvernements de chacun de ces pays pour qu'ils soutiennent cette proposition, idéalement en la co-parrainant, sinon en votant pour, et à tout le moins en s'y opposant pas. Et dans cette formulation, l'État du Palestine, la représentation de l'OLP à New York peut mettre des bâtons dans les roues. On peut faire pression sur eux pour qu'ils tentent d'interférer, car si d'autres délégations du monde, alors à la délégation palestinienne, si elle soutient cette proposition et qu'elle répond non, nous en perdrons d'autres. N'oublions pas que nous avons besoin des 2 tiers. Donc cela ne viendra que de la société civile qui en a pris l'initiative et cela ne se concrétisera que s'il y a un élan de soutien de la part de la société civile qui fera pression sur la délégation de l'OLP, la délégation de l'État palestinien à New York, mais aussi sur les gouvernements de toutes les régions dans leur capitale, sur les dirigeants politiques, sur les ministères des Affaires étrangères pour qu'ils soutiennent cette initiative. Si cela se produit, ce sera une force indéniable. Il y a eu une période à l'ONU dans les années 60-70, juste après la décolonisation, où tous ces pays nouvellement indépendants qui avaient été colonisés ont soudainement commencé à exercer leur pouvoir et où nous avons assisté à des développements très importants contre la volonté des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et d'autres contre la volonté de l'Empire. Cette mobilisation de pouvoir est là prête à être exploitée. Le déclencheur pourrait être actionné, mais pour que cela se produise, nous avons besoin du soutien des capitales du monde entier. Que les gouvernements prennent réellement conscience de cette mesure. Je pense qu'il y a des questions spécifiques concernant le calendrier. Je ne sais pas, la mise, si nous sommes en mesure de dire qui est le co-sponsor potentiel, mais les gens demandent des détails concrets afin de pouvoir faire pression sur leur gouvernement. Je pense que l'un des défis et je veux aborder cette question de front, cela ne peut être divulgué par crainte de pression politique. Et la miss, je pense que c'est ce que vous me dites dans le portail de messagerie, mais je pense qu'une partie du défi pour attirer l'attention mondiale et mobiliser davantage d'actions réside dans l'ambiguïté et le manque d'information. Car les gens considèrent un vide d'information, un manque d'information comme un manque d'orientation ou un manque de mobilisation et je pense que c'est une réalité à laquelle nous devons faire face pendant que nous essayons de galvaniser ou de tenter de galvaniser le monde au milieu d'un génocide. Donc, la question est la suivante. Dans un monde idéal où nous obtiendrons les 2 tiers de la majorité requise et où la Miss et vos équipes réussiraient à mobiliser l'attention autour de cette question, ma question est celle-ci. Si tout cela était approuvé, si le feu vert était donné et qu'il était décidé de mettre en œuvre cette résolution et d'aller de l'avant avec ces forces de mise en œuvre, quel serait alors le calendrier à partir de la date d'adoption de cette résolution pour avoir cette présence protectrice?
sur le terrain. Et ça, c'est une question très importante. Nous avons parlé du génocide qui est en train de se passer très rapidement et depuis 2 ans. Donc, est-ce que nous sommes en train de dire 2 ans à partir de maintenant ou 2 mois à partir de maintenant? Donnez-nous un peu ce contexte concret pour que nous soyons réellement informés tous ici. Vous savez ce que nous pouvons offrir et vous dire ici aujourd'hui, et c'est malheureusement, même si la situation semble stagnante, je crois que mon collègue Amen est également présent sur cette conférence téléphonique. Il, il y a toujours énormément de travail à faire dans ce domaine. Nous n'avons pas ralenti, Adrien n'a pas ralenti, je n'ai pas ralenti, je suis sûr que Craig, Obey, Amen, non pas ralenti aussi. Nous ne nous arrêtons pas, même si les choses semblent stagner à l'extérieur. Le travail diplomatique et juridique autour de cette question doit être une activité de plein temps pour toute personne qui s'y investit. Il se passe donc toujours quelque chose et je vais maintenant répondre à votre question très importante. Écoutez, j'aimerais vous donner une idée de ce à quoi cela ressemblerait si cela était adopté. La première chose qui doit se produire est que l'entité sioniste doit être officiellement notifiée, et ce qui se fait par l'intermédiaire de l'Assemblée générale des Nations unies elle-même. Toutes ces notifications sont donc à la base de toute loi. Lorsque vous signalez un document ou déposez un document au tribunal, vous devez le signaler à la partie adverse. Il y a donc un délai de notification, puis les préparatifs dépendent vraiment des États qui ont accepté de joindre la force multinationale de protection, et non une force de maintien de la paix, comme l'a dit Craig. Ensuite, il s'agit essentiellement de la logistique pour ouvrir les couloirs aériens et maritimes. Et ensuite, le plus délicat serait d'amener les États voisins, l'Égypte et la Jordanie, à coopérer à l'entrée de l'aide humanitaire et des forces multinationales. Je vous donne cela pour vous donner une idée de la logistique impliquée de A à Z. Entre l'adoption de la résolution et le déploiement des troupes sur le terrain, le premier déploiement de troupes amis en Palestine est une question politique, logistique, juridique et en réalité une question de volonté politique. Je sais que ce n'est pas une réponse définitive, mais je pense que la logistique peut donner aux gens une idée de tous les facteurs qui influent sur le calendrier, mais cela ne prendra pas des années. Et une partie de ce calendrier est déterminée par la résolution elle-même qui, encore une fois, même lors de sa rédaction, fera l'objet de discussions, c'est-à-dire de négociations, de modifications, de contributions. Mais en aucun cas cela ne prendra 2 ans et je dirais même pas 2 mois. Cela devrait être le cas. Et il s'agit d'une session d'urgence, un cas d'urgence sur un point urgent de l'ordre du jour et qui doit être traité aussi rapidement que possible et aussi rapidement que les forces multinationales sont prêtes à agir. Compte tenu du contexte et de la situation, vous savez, une situation anathème, inimaginable, vraiment inimaginable, sans précédent dans toute l'histoire, je crois, et pas seulement dans l'histoire moderne. Donc, certainement plus rapide que 2 mois, 2 ans n'est pas réaliste. Comme Craig l'a fait remarquer tout à l'heure, le délai pour l'évacuation des colonies et des avant-postes militaires en Cisjordanie a déjà expiré. Donc, ce sont là tous les facteurs qui devraient être pris en compte dans la proposition du calendrier des résolutions. J'espère que cela répond suffisamment à votre question. Oui, Craig, voulez-vous intervenir ou donner votre avis sur le calendrier? Je pense que c'est exact et je pense que techniquement, rien n'empêche que cela se fasse rapidement, une réunion pour la paix pour être convoquée en 24 heures. Et une résolution est déjà préparée, elle pourrait être adoptée. La seule contrainte est le temps nécessaire pour obtenir les 2 tiers des voix afin que la résolution soit adoptée. Et dès son adoption, le secrétaire général et ses services recevront pour instruction de commencer à travailler avec les délégations concernées afin de mettre en place la force, le personnel, les fonds, l'équipement,
tout ce qui est nécessaire et cela peut se faire assez rapidement. Donc la seule chose qui détermine si cela se produira aujourd'hui, dans 6 mois ou pas du tout, c'est la politique, la diplomatie et la nécessité d'agir. C'est là que nous intervenons tous en faisant pression sur nos gouvernements pour qu'ils soutiennent cette proposition à mesure qu'elle avance. Obéi, j'aimerais vous poser une question précise. Nous parlons de ce calendrier, mais nous parlons aussi d'un génocide qui se déroule en temps réel, à l'heure même où nous sommes en train de parler, et qui continue de faire des ravages parmi le peuple palestinien. Nous voyons chaque jour des enfants pris pour cible et bombardés. L'autre jour, plus de 46 enfants ont été tués pendant la nuit lors d'attaques impitoyables menées par l'apartheid israélien. À quoi ressemble donc ce plan provisoire alors que nous savons qu'il faut exercer davantage de pression politique pour pouvoir mettre en œuvre des solutions durables afin de mettre fin aux atrocités commises par Israël? Nous savons également, comme nous l'a dit Craig et Lamis, que l'intimidation de divers acteurs internationaux puissants entrave le soutien de certains pays comme nous l'avons vu avec le bombardement de bateaux de pêche, les sanctions et diverses autres mesures. À quoi ressemble la solution provisoire pour que les Palestiniens mettent fin aux atrocités et comment pouvons-nous continuer à encourager le monde à exercer la pression politique nécessaire pour mettre fin à ces atrocités, non seulement de manière provisoire, mais aussi pour empêcher qu'elles ne se reproduisent sans cesse? Lorsque Trump a présenté son plan sur la force de stabilisation, le Conseil de paix, tout cela, dès le premier jour, nous avons compris que ce plan était voué à l'échec. Car il ne ressemble pas aux centaines de plans qui l'ont précédé, je dirais. Je suis peut-être en train d'exagérer, mais je dirais qu'il y en a eu des dizaines au moins de White River à White Plantation, en passant par Camp David. Tous ces plans élaborés au fil des ans et ils ont tous échoué pour une raison très bien précise. Ils ne répondaient pas aux aspirations des Palestiniens à la libération, à la paix, à la justice. Ces plans n'étaient pas centrés sur tout cela. Et ce plan, nous comprenons qu'il échoue et qu'il échouera. Aujourd'hui, je peux vous donner quelques petits chiffres. Par exemple, même les 600 camions qui ont été convenus par Trump comme aide humanitaire entrant quotidiennement, ce qui, je dirais aussi, est illégal de limiter ou de plafonner l'aide humanitaire. Même ce chiffre, ils ne l'ont pas atteint. Et ce qui entre quotidiennement à Gaza, environ 150 à 168 camions, n'est même pas suffisant pour inverser la famine ou même pour prendre soin de la population. Les souffrances du peuple palestinien continuent et c'est très vrai. Et elles continueront à moins que nous ne centralisions la question suivante. Les Palestiniens sont-ils des êtres humains? Méritent-ils le même niveau de protection? Et qu'est-ce que le monde est prêt à faire pour protéger les Palestiniens? Si vous prenez tous les cas de génocide depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et que vous consultez n'importe quelle revue universitaire ou étude sur l'Holocauste ou les génocides, vous constaterez qu'aucun cas de génocide n'a pris fin avant que les auteurs des génocides n'aient atteint leur objectif sans intervention internationale directe, intervention militaire ou échec et chute du régime qui perpétrait le génocide. Et je dirais que notre contexte palestinien n'est pas différent de tout cela. Ce que propose United for Peace, et je pense que c'est son outil le plus puissant, c'est de replacer la question de la protection des Palestiniens au centre des préoccupations. Il met en avant le caractère central des vies palestiniennes, le fait que les vies palestiniennes méritent d'être protégées et il met également l'accent sur les responsabilités du monde entier dans la protection des vies palestiniennes. Va-t-il envoyer des troupes? Va-t-il contraindre Israël par des sanctions? Va-t-il appliquer un boycott complet d'Israël pour y parvenir? Et alors, d'après la compréhension que j'ai du United for Peace, ce que nous voyons ici,
En effet, et c'est une voie à suivre, une voie forte, très forte, qui peut réellement se concrétiser en quelques mois seulement si suffisamment de personnes à l'échelle internationale la soutiennent et font pression sur les gouvernements, sur leur gouvernement en fait. Et ce n'est pas une action symbolique. Ce n'est pas une action visant à symboliquement, par exemple, briser le siège ou dénoncer symboliquement Israël. C'est une action qui appelle les États à assumer leurs responsabilités et à agir pour contrôler ce gouvernement Israël génocidaire avec ses diverses politiques de nettoyage ethnique et de génocide. Pour les Palestiniens, ce que nous voulons en matière de justice et aussi en matière de liberté est extrêmement simple. Il est très simple. L'application du droit international. Nous ne voulons pas négocier le droit international. Il ne s'agit pas d'un Oslo où nous négocions nos droits, où nous avons une semi-autonomie, où l'occupation redessine les lignes de contrôle. Non. Ce que nous mettons ici au centre, c'est l'émancipation et la libération des Palestiniens du contrôle israélien. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'administration américaine, les donateurs de Donald Trump et le gouvernement israélien ont eu si peur de cette proposition. Quand Gustavo, je tiens à souligner, quand Gustavo Petro s'est exprimé devant le rassemblement, devant les Nations Unies, cela a en fait provoqué un tollé car le principe même de l'idée de s'unir pour la paix consiste à remettre en cause le colonialisme américain, le colonialisme israélien, à ne pas jouer selon leurs règles. Et je pense que c'est un point très important car cela doit être remis en question et nous allons continuer à remettre en question ce système. Et cela passe en partie de la compréhension des mécanismes qui sont à l'œuvre. Je voudrais approfondir un peu plus les questions structurelles autour de l'Assemblée générale et il y a ici quelques questions autour de la session extraordinaire d'urgence dans le cadre de l'Union pour la paix. D'après ce que j'ai compris, corrigez-moi si je me trompe car je suis ici avec des experts en droit international, les recommandations issues de ces sessions d'urgence et de ces résolutions sont des recommandations et ne sont pas juridiquement contraignantes. Corrigez-moi si je me trompe, Craig, je vois vous secouer la tête. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Oui, c'est un point qui est souvent souligné, en particulier par les gouvernements voyous, qui ne veulent pas se conformer à la volonté de la communauté internationale. Il est donc vrai que seul le Conseil de sécurité dispose du pouvoir d'exécution, le pouvoir d'exécution du chapitre 7. L'Assemblée générale n'a pas ce pouvoir, mais elle n'en a pas besoin pour faire ce dont nous parlons ici. Car, et c'est très important, une force approuvée par le Conseil de sécurité sera une force approuvée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Toute force approuvée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sera néfaste pour la Palestine. Les États-Unis agissent comme mandataires d'Israël au Conseil de sécurité et ne laisseront passer aucune mesure qui ne soit pas au goût d'Israël. Et le pire, c'est qu'en vertu du chapitre 7, cela pourrait être imposé à la Palestine contre la volonté du peuple palestinien. C'est ça, le pouvoir d'exécution. L'Assemblée générale n'a pas ce pouvoir, mais ici, elle n'en a pas besoin, car nous parlons d'une force fondée sur le consentement. Le consentement des Palestiniens en serait la base. La Cour internationale de justice a statué en termes très clairs qu'Israël n'a pas son mot à dire à ce sujet. Israël n'a aucune autorité sur le territoire palestinien occupé. Il n'a pas le droit de dire oui ou non à quoi que ce soit qu'il s'y passe. L'autorité appartient au peuple palestinien dans l'exercice de son droit à l'autodétermination. Si les Palestiniens disent qu'ils consentent à cette force, celle-ci est présente en Palestine sur la base de ce consentement et non sur la base du chapitre 7 ou du Conseil de sécurité. Et elle n'est légitime que tant
que ce consentement est maintenu, car la dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'une autre force d'occupation en Palestine, même du type de celle qui a été imposée à Haïti, par exemple, qui est l'un des modèles auxquels ces personnes se réfèrent. C'est donc une bonne chose. Deuxièmement, en ce qui concerne les mesures de responsabilisation, il est vrai que seul le Conseil de sécurité peut imposer les sanctions, mais l'Assemblée générale peut demander des sanctions et dès qu'elles ont été demandées par l'Assemblée générale, tous les États ont le droit de participer à ces sanctions. Il n'y a plus d'actes unilatéraux, d'actes agressifs, il y a des actes multilatéraux qui ont une légitimité. Ainsi, l'Assemblée générale peut demander des sanctions et tous les États membres de l'Assemblée générale peuvent s'y conformer. Il en est de même pour un embargo militaire et toute autre mesure qui doit être prise dans ce domaine. Dire qu'il s'agit de recommandations de l'Assemblée générale n'a donc aucun sens. Elle peut agir. La Cour internationale de justice a examiné les pouvoirs de l'Assemblée générale et a déclaré que ceux-ci ne se limitaient pas à des déclarations. Elle peut en effet ordonner des mesures, elle peut ordonner la mise en place d'une force de protection, elle peut armer cette force, elle peut déployer cette force, elle peut appeler, elle peut imposer des sanctions, elle peut imposer un embargo militaire, elle ne peut toutefois pas faire appliquer ces mesures. Elle ne peut pas recourir à la force militaire et ouvrir le feu sur un pays qui refuse de coopérer. Mais bien sûr que non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Tout ce que nous disons pouvoir être fait dans le cadre de l'initiative unie pour la paix est fait sous l'autorité de l'Assemblée générale avec le consentement de la Palestine. Une question très légitime se pose ici concernant le mandat du président colombien qui doit prendre fin en mai 2026. Au vu du calendrier que nous a présenté la mise, quel sera l'impact de la fin du mandat de Petros sur la stratégie United for Peace? Oui, cela aura certainement un impact. Bien sûr, nous avons bon espoir que la nouvelle administration, Inch'Allah, sera élue. D'autres sont peut-être moins optimistes, mais oui, je dirais que le temps est également un facteur essentiel. Parce que nous ne savons pas qui va arriver au pouvoir. Si c'est le même parti qui reste au pouvoir, nous ne nous inquiétons pas. Si ce n'est pas le cas, qu'il y a un mouvement massif de la droite, ce qui selon certains est dans le domaine du possible, il y a un tel fossé entre ce que l'on entend dans la rue en Colombie et ce que l'on entend au niveau du gouvernement et des partis. Et Adrien, qui participe à cette conférence téléphonique, est certainement mieux informé que moi à ce sujet. Mais pour nous, c'est absolument un facteur important. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et si je peux me permettre de revenir un peu en arrière, Craig a donné une réponse tout à fait pertinente et Obey nous a donné, je pense, le cadre le plus puissant pour comprendre l'importance et l'urgence de cette question. Mais à ce stade, tout dépend de la volonté politique. C'est de là que vient votre question. Y aura-t-il une volonté politique en Colombie? Et la volonté politique n'est qu'un autre terme pour désigner le peuple, les masses. Vous, la volonté politique, c'est vous. Oui, beaucoup de pouvoir est exercé, pas seulement contre les personnes qui se mobilisent pour une véritable justice et libération en Palestine, mais ceux qui subissent des pressions sont également protégés par vous. La société civile sert de tampon de risque pour les États. La société civile protège les États, comme nous l'avons vu avec la flottille mondiale SAMUD. La société civile guide et force l'action des États. La volonté politique, c'est vous. Je pense que les Palestiniens sont suffisamment exprimés pour dire que nous voulons cela, que nous en avons besoin, que nous avons confiance en cela. J'espère que cela répond à votre question et je voulais juste ajouter cela. Je voudrais utiliser cela comme transition vers la dernière partie de cette discussion.
pour aborder concrètement ce que les gens peuvent faire. Mais je voudrais poser une dernière question d'ordre technique. Et quelles sont les options pour ne pas passer par les Nations Unies? Parce que nous avons entendu Gustavo Petro dire à un moment donné que nous allions passer par les mécanismes de l'ONU. Et puis, à un autre moment donné, il a dit que nous n'allions pas passer par un mécanisme de l'ONU. Juste pour clarifier toute confusion, il y a beaucoup de questions quant à savoir s'il existe un mécanisme ou une voie possible pour ces forces de protection en dehors du système des Nations Unies. Craig, allez-y s'il vous plaît. Oui, bien sûr. En vertu du droit international, tous les États sont tenus d'utiliser tous les moyens dont ils disposent pour intervenir en cas de génocide afin de mettre fin à celui-ci et de traduire les auteurs en justice. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'aucun État, à l'exception peut-être d'Ansar Allah au Yémen, n'est intervenu explicitement pour s'opposer au génocide. Aucun autre État n'est en mesure ou n'a la capacité de prendre les mesures nécessaires. La logique de l'initiative Uniting for Peace consiste donc à fournir un mandat intergouvernemental qui donnera aux autres États la confiance nécessaire pour participer. Ils bénéficieront d'une couverture juridique, ils bénéficieront d'une couverture diplomatique, ils bénéficieront d'une couverture multilatérale pour agir concrètement. Il est simplement beaucoup plus probable que les États prennent ce type de mesures s'ils agissent sous mandat des Nations Unies. Il s'agit simplement de rendre cela plus possible. Bien sûr, dans un monde moral, tous les États seraient déjà intervenus contre le régime israélien pour mettre fin au génocide, à l'apartheid, à l'occupation et au colonialisme, mais cela fait maintenant 80 ans et ils ne le font pas. C'est donc une occasion que nous avons vue pour offrir un espace politique aux États qui, autrement, ne participeraient pas. Et oui, il y a un risque ici que nous mettons tous nos œufs dans le même panier avec les dirigeants colombiens. La Colombie est actuellement dans le collimateur de l'impérialisme pur et simple des États-Unis, tout comme le Venezuela et d'autres pays. Je veux dire, il les menace d'un coup d'État. Il les menace d'une intervention militaire. Il les menace d'étrangler leur économie. Il les menace d'arrêter leurs dirigeants sous de faux prétextes de trafic de drogue et tout ce qui leur passe par la tête. Le mot magique qu'ils utilisent pour assigner des gens dans les Caraïbes sur des petits bateaux. Alors, l'union fait la force et un mandat de l'ONU offre une couverture politique. Cela crée donc une opportunité d'agir. Et avant de conclure cette intervention, je dirais que tout dépend, comme la Miss l'a également souligné, de la pression que nous pouvons exercer dans chaque pays pour inciter nos gouvernements à co-parrainer cette initiative. Le groupe des pays de la AI, vous savez, la Belize, la Bolivie, la Colombie, Cuba, le Honduras, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Malaisie, le Sénégal, et puis tous les quelques 30 pays qui ont participé à la conférence de Bogota. Ce sont des pays qui se sont alignés rhétoriquement sur la cause de l'arrêt du génocide et de l'application du droit international. La Colombie en fait partie. Mais d'autres pourraient être poussés à devenir co-sponsors. Et s'il y a quelqu'un parmi les participants à cette conférence et qui vient de ces pays, c'est là qu'il faut se mobiliser. Et au niveau international, les groupes avec lesquels vous pouvez travailler ne manquent pas. Pingo est le fer de lance, Ubey et ses collègues, mais il y a aussi Page, People Against Genocide, partout. Il y a Lifeline for Palestine avec Jill Stein et ses collègues. Il y a Protect Palestine. Il y a Via Campesina. Il y a The Wave, il y a tous ces groupes qui sont déjà engagés dans cette lutte auxquels vous pouvez vous associer afin de faire avancer les campagnes nationales. Car ce sont les mouvements nationaux qui feront la différence en faisant pression sur leur État pour qu'ils deviennent co-sponsors. Merci beaucoup pour tout cela. J'aurais vraiment aimé que nous ayons beaucoup plus de temps pour continuer. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Donc, Obey, je pense qu'il est toujours approprié de terminer par un appel à l'action lancé par la Palestine. Soyez la Palestine qui inspire la communauté internationale à être à la hauteur de notre morale et de notre humanité. Alors, Obey, pour conclure,
Quelles sont les actions concrètes que peuvent entreprendre les personnes qui nous regardent depuis les quatre coins du monde? Beaucoup de questions se posent quant aux mesures qui peuvent être prises, aux mesures qui devraient être prises et à la manière dont les gens peuvent commencer à réfléchir à une mobilisation et mettre fin au génocide. Eh bien, les gens doivent considérer que la solidarité est une action. Il y a beaucoup d'actions à entreprendre. La première action que nous encourageons ici est de défendre l'humanité des Palestiniens, de faire valoir que la vie des Palestiniens est sacrée et mérite d'être protégée et de demander à votre gouvernement, à vos responsables, ce qu'ils font pour protéger la vie des Palestiniens. La deuxième est de mettre fin à la complicité dans le génocide. Il s'agit de boycotter les entreprises israéliennes, de boycotter les entreprises complices du génocide et de faire pression sur votre gouvernement, sur vos universités pour qu'ils boycottent, désinvestissent et imposent des sanctions à Israël et aux entités, qu'elles soient économiques, culturelles ou autres, qui sont complices du génocide et de l'occupation israélienne. La troisième chose est de voir s'il existe un comité palestinien dans votre ville, dans votre région. Et si ce n'est pas le cas, créez-en un. C'est quelque chose de vraiment concret. Je pense que l'une des principales choses que les gens peuvent faire est de s'informer et d'informer les autres. Essayez de créer un comité palestinien, un comité de soutien à la Palestine. Vous en trouverez d'autres. Nous en voyons beaucoup qui sont actifs. Lorsque les gens se rassemblent, leur pouvoir se multiplie. Ces actions sont toutes réalisables. Elles nécessitent simplement que les gens y consacrent un peu de temps. Si vous pouvez y consacrer 1 heure par semaine, 1 heure toutes les 2 semaines, 1 heure par mois, tout ce que vous pouvez mettre de côté, dites simplement que ce temps est consacré à votre militanisme pour la Palestine. Cela ne prendra pas longtemps, car des millions de personnes, voire des milliards de personnes dans le monde comprennent qu'elles ne seront jamais libres tant que nous ne serons pas tous libres. Personne n'est libre tant que la Palestine n'est pas libre. Tel est notre message depuis la Palestine. Amin. Aucun d'entre nous n'est libre tant que la Palestine n'est pas libre. Merci à tous ceux qui nous regardent depuis les quatre coins du monde. Un immense merci à notre équipe d'organisation en coulisses. Un immense merci à nos interprètes qui se sont joints à nous à la dernière minute pour nous aider à être aussi accessibles que possible. Nous avons encore du travail à faire pour continuer à devenir plus accessibles et avoir ces conversations. Je sais que beaucoup de gens se demandent comment rester informés. Je sais que Craig, Anders et quelques autres ont partagé divers liens. À l'avenir, nous allons essayer d'organiser stratégiquement certaines de ces informations afin que les gens n'aient pas à passer au crible autant de liens et d'organisations pour trouver des informations. C'est un engagement sur lequel je sais que des personnes travaillent en coulisses en ce moment même afin d'essayer de déchiffrer les informations pour vous donner un accès concret à des informations opportunes qui vous aideront à inspirer votre activisme, notre activisme collectif et nous espérons pouvoir donner suite à tout le monde. Je sais que certaines questions sont restées sans réponse. Restez en contact avec nous. Je sais que les identifiants de tous nos intervenants sur les réseaux sociaux figurent dans l'annonce et je sais que la plupart d'entre nous essayons d'être aussi disponibles que possible pour répondre aux questions. Encore une fois, certaines ressources ont été également partagées dans le chat. Restez à l'écoute, restez en contact avec nous. Nous avons besoin de plus d'élan, nous avons besoin de plus de soutien, nous avons besoin de plus de mobilisation et nous libérerons la Palestine. Ce n'est pas une question de quand. Désolé, c'est pas une question de si, mais c'est une question de quand. Et cela est en train de se produire et cela se produira et cela nécessite que nous soyons plus nombreux à nous manifester, à nous mobiliser et à exercer une pression politique. Sur ce, Craig Lamy Sobey, merci beaucoup pour votre temps, merci pour la sagesse, votre militanisme, votre sagesse dans les coulisses et devant la scène. Merci. Merci Azami pour tout ce que vous avez fait, merci pour votre travail. Je voudrais juste ajouter un tout petit point d'action, si vous le permettez. Nous voulons vraiment que les gens se joignent à la demande d'adhésion et de soutien à la résolution Uniting for Peace et à la force multinationale et qu'ils la parrainent comme l'une des exigences fondamentales de toute action ou mouvement en cours actuellement.
Et cela ne vient pas de moi en tant qu'avocat, mais de la société civile palestinienne. Comme l'a dit Obey, envoyer des emails, passer des coups de fil, frapper à toutes les portes. Je suis désolé de continuer, mais le gouvernement américain, avec toutes ses ressources et sa capacité à exercer une pression matérielle lorsqu'il voulait défendre quelque chose sur cette question, se présenter aux portes des gouvernements européens 10 à 15 fois par jour. Et c'est un gouvernement qui dispose d'un pouvoir immense, qui comprend la nécessité d'une telle ténacité, d'une telle cohérence et d'une telle instance. J'espère donc que les gens se mobiliseront également sur cette question avec la même cohérence que celle exprimée précédemment par Obey et qu'ils l'adopteront vraiment comme une revendication centrale pour l'avenir de la Palestine. Je suis vraiment désolé pour le temps que j'ai pris et je suis allé un peu à l'encontre. Non, vous avez raison, nous devons le faire. Les questions sont venues de partout. C'est pas à cause du manque de désir pour le faire, mais c'est tellement des choses que nous allons continuer à faire avec le temps. Avec Craig, Obey, nous allons trouver les moyens de partager cela et de vulgariser ces informations de telle manière qu'on peut les trouver facilement. Donc nous allons toujours continuer à tourner les regards vers vous pour la direction, pour l'information. Nous voulons juste vous dire que nous avons besoin que des personnes puissent se joindre à nous. Nous avons besoin de partir vers ces bureaux, partir vers ces portes, cogner à des portes et pour qu'il y ait la paix et la prospérité pour la Palestine. Donc, sur ce, nous allons continuer à vous fournir des ressources, des informations, de telle manière que vous allez être équipés pour les partager à d'autres personnes et les délivrer là où ils doivent être. Sur ce, merci, libérez la Palestine et merci encore à tout le monde. Libérez la Palestine.